Alors, je vais vous parler, donc, comme l'a dit Madame Pitlow, des ateliers bibliophages, ateliers animés et créés par la bibliothèque du Muséum d'Histoire naturelle. Ces animations sont pour moi aujourd'hui l'occasion non pas de vous détailler tout leur déroulement, mais plutôt de vous parler du contexte et de la démarche dans lesquelles elles s'inscrivent. Voilà, ça fonctionne, super. Alors, dans un premier temps, j'aborderai la question de la médiation culturelle au muséum et vous parlerai du pôle grand public du CIDOS, c'est le secteur d'information documentaire spécialisé du Muséum d'Histoire naturelle et de son site du Musée d'Histoire des Sciences. Et j'évoquerai donc les enjeux et objectifs en lien avec ce pôle grand public, mais aussi les actions de médiation culturelle existantes et puis des projets en cours de développement. Je vous parlerai ensuite bien sûr de l'exposition Prédation et puis des ateliers du mercredi pendant lesquels se sont tenues nos animations bibliophages. Et enfin, je vous présenterai brièvement quelques résultats avant de conclure. Alors, le muséum dispose d'une petite équipe de médiateurs culturels qui mettent en place différentes actions tout au long de l'année, que ce soit des visites guidées thématiques, ils font de l'accueil de scolaires, toutes ces choses-là. Cette équipe de médiation fait partie de l'unité publique et exposition au muséum, alors que nous, le CIDOS, nous sommes rattachés à l'unité recherche et collection. L'équipe de la bibliothèque n'est donc, d'un point de vue structurel, pas directement intégrée à la démarche de médiation culturelle de l'institution. Toutefois, le CIDOS participe aux expositions du muséum et du musée d'histoire des sciences, en faisant notamment des recherches documentaires, du prêt de bibliothèque, mais aussi de la sélection, de l'acquisition d'ouvrages pour les espaces d'exposition, en réalisant parfois des vitrines ou en mettant encore en valeur des documents patrimoniaux. Donc il y a eu en effet une demande de notre part d'être impliqué dans les projets institutionnels dès le départ, avec une volonté de transversalité entre les secteurs et puis la possibilité de mettre à disposition les compétences parfois un petit peu oubliées des bibliothécaires et archivistes. Alors pour ce faire, il a été nécessaire de procéder à une réorganisation de notre secteur il y a quelque temps, avec la création de différents pôles, un pôle scientifique, un pôle archives, un pôle communication et un pôle grand public dont j'ai la responsabilité. Alors le grand public, aujourd'hui, dans les grandes lignes, c'est surtout une participation au service de référence en ligne Interroge. C'est une présence dans les expositions, comme je l'ai mentionné. Et puis ce sont des salons de lecture qui sont disséminés dans les galeries du muséum, pour ceux qui sont familiers avec notre musée. La bibliothèque au muséum, on a une petite salle de lecture qui a été remise à neuf l'année dernière. Mais il faut dire que ce n'est pas un libre accès. Et puis on a quand même une majorité de nos documents qui sont relativement pointus, est plutôt destiné à la base à un public spécialisé ou du moins qui possède un certain bagage scientifique. Donc actuellement, on fait partie de cette catégorie de bibliothèque scientifique et patrimoniale, mais on souhaite se faire connaître à l'extérieur du cercle plutôt restreint des chercheurs, étudiants, universitaires ou autres enseignants, et puis attirer des nouveaux publics. Donc là, on le voit clairement, la question des publics cibles et de leurs besoins et de leurs attentes est cruciale. Et puis c'est donc dans ce contexte qu'on souhaite développer davantage de démarches de médiation culturelle. Alors l'enjeu, vous l'avez bien compris, c'est l'adaptation au public du muséum, qui est majoritairement composé de familles et également d'enfants, et puis un développement par conséquent d'une collection plus orientée grand public, avec de la vulgarisation scientifique ou des ouvrages pour les plus jeunes notamment. Mais aussi une plus grande variété de supports. On pense à l'audiovisuel, par exemple, ou même des jeux, que ce soit des jeux vidéo ou des jeux de plateau. Et puis, on aimerait une offre qui soit également complémentaire à celle des bibliothèques municipales. Le but, ce n'est pas d'acquérir les mêmes documents, les mêmes ouvrages, mais c'est vraiment de pouvoir avoir un lien et une complémentarité à ce niveau-là. Alors concrètement, tous ces projets devraient prendre forme avec la création du documentarium, à l'horizon 2025. C'est un grand projet pour la bibliothèque ces prochaines années. Je vais vous en parler dans un instant. Quant aux actions de médiation menées jusqu'à présent, c'est surtout pour nous des participations à des manifestations telles que la Nuit des musées, la Nuit de la science, la Nuit des chauves-souris ou tout autre événement occasionnel qui nous permette d'aller à la rencontre de ce fameux grand public. Voilà, le documentarium donc.
Ça sera un espace documentaire grand public, comme je l'ai dit, mais cette fois en libre accès, donc dans la partie publique du muséum. Alors le nom documentarium est formé du préfixe document, hein, comme vous pouvez le voir, et du suffixe arium qui désigne le lieu, en fait. Donc ce terme à connotation scientifique vient justement rappeler celui de muséum. Alors dans le concept du troisième lieu appliqué aux bibliothèques, que vous connaissez tous très bien, il est notamment question de zoning, donc le découpage et l'agencement de l'espace en zones selon les pratiques. Et donc une grande partie de cet espace sera modulable, de par le mobilier que l'on choisira, et puis pourra être modifié selon les activités qui s'y dérouleront. Donc sur une surface totale de 250 mètres carrés, le documentarium comportera 4 espaces, une partie bibliothèque, une salle de lecture, un cinéma de poche ainsi qu'une salle de jeu. Donc c'est ce qui est prévu pour le moment, c'est sûr que les choses peuvent encore évoluer d'ici 2025. Alors forcément des animations et puis différentes actions de médiation culturelle impliquant aussi bien des partenaires internes qu'externes devraient y voir le jour. Un autre axe de développement actuel visant à toucher davantage de non-usagers et à signaler notre existence, c'est le fait d'être présent en ligne, avec notamment tout récemment la création du blog du CIDOS appelé Museum Doc. Donc je vous ai mis le lien à l'écran, je ne vais pas tenter de cliquer dessus parce que j'aurais peur de perdre la présentation PowerPoint. Voilà, non, je ne prends pas de risque, vous en avez fait les frais. Donc voilà, c'est un blog qui est géré par notre équipe et puis qui vient d'être mis en ligne cette semaine. Donc je vous invite à y faire un tour si vous êtes curieux ou si vous désirez un petit peu connaître nos actions, nos collections, notre équipe. On devrait par ailleurs bénéficier d'une meilleure visibilité de par les réseaux sociaux. Grâce à notre secteur communication, le muséum est désormais présent sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter et possède même sa propre chaîne YouTube. Donc, par conséquent, cette multiplication des canaux d'information devrait contribuer à promouvoir nos collections, notre service et puis, on l'espère, nos futures actions de médiation en bibliothèque. Voilà, ce petit aparté étant fait, revenons à nos moutons, ou devrais-je dire à nos prédateurs. Vous l'avez sûrement déjà vu, cette affiche de l'exposition temporaire annuelle du muséum, intitulée Prédation, donc qui vous immerge, je cite, dans le monde fascinant des animaux prédateurs et de leur stratégie du tuer pour manger. Alors, l'exposition a débuté le 14 avril de cette année, il se tiendra encore, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, jusqu'au 19 janvier 2020. Alors le CIDOS a participé à la mise à disposition d'ouvrages pour les enfants dans la salle principale de l'exposition et puis animé les ateliers dont le titre était « Bibliophage » ou « Les dévoreurs de livres ». Alors nous y voilà, ces animations bibliophages qui se sont tenues dans le cadre des ateliers du mercredi au muséum. Ces derniers ont lieu pendant toute l'année et sont en lien avec la thématique de l'exposition, donc différents ateliers en lien avec le thème de la prédation. Alors des bibliophages, qu'est-ce que c'est ? Ce sont littéralement des mangeurs de livres, des prédateurs en l'occurrence, pour faire écho au thème de l'exposition. C'est peut-être un peu tiré par les cheveux, certes, et pas un sujet le plus attractif à première vue. Qui s'intéresse à de petits insectes qui se nourrissent de papier, me diriez-vous ? Eh bien, pas mal de monde en fait. C'était un sujet plutôt méconnu, mais comme nos deux bibliothèques, et c'était l'opportunité pour nous de parler de nos collections, de petites bestioles et puis des conditions de conservation des documents papier. Au final, c'était plus ou moins adapté à tout âge et à tout public, parce qu'on a réussi justement à éveiller la curiosité puis à susciter de l'intérêt avec des thématiques peu connues et dont les sujets étaient connexes et puis sur lesquels on pouvait raconter pas mal de choses. Alors, les ateliers se sont déroulés au muséum en salle de médiation. On a effectué une rotation, un petit tournus au niveau de l'équipe, à savoir qu'il y avait 3 collègues à chaque animation. On présentait dans des vitrines des ouvrages abîmés par les bibliophages. On faisait également un jeu de paires où il s'agissait de relier les images des différents prédateurs de livres et les dégâts infligés au papier. Il y a également des coloriages d'insectes qui étaient proposés. On mettait à disposition des fiches techniques sur les animaux bibliophages. Et puis on expliquait aux gens qui étaient plus intéressés ou qui vraiment avaient envie de creuser un petit peu la question. On présentait les recommandations en termes de conservation des documents papier. Il y a également des photos puis des films qui étaient diffusés avec un beamer sur un écran.
Et puis bien entendu la traditionnelle sélection de livres sur les bibliophages. Alors au total, on a animé 4 ateliers bibliophages au muséum au mois de mai. Et puis il y a une de ces animations qui a été transposée à la bibliothèque municipale de la Servette au mois de septembre, avec une vitrine dans laquelle sont exposés des animaux naturalisés qui ont été prêtés en fait par le muséum. Ce sont des petits prédateurs et puis leurs proies. Et puis également une belle sélection de livres pour enfants et adultes, et puis une bibliographie sur la thématique de la prédation qui a été faite pour l'occasion. Donc je profite pour remercier l'équipe de la Servette pour cette belle collaboration. Et puis cette exposition en résonance avec celle du muséum est encore visible jusqu'au 17 décembre. Alors quelques images à présent des ateliers qui ont eu lieu au muséum, parce que c'est, je pense, toujours plus agréable visuellement. Avec cette vitrine qui contenait des ouvrages victimes de bibliophages. C'est des livres qui nous ont gentiment été prêtés par différentes bibliothèques ou services d'archives après un appel à contribution qu'on avait passé sur la liste de diffusion SwissLib. Là, vous reconnaissez un rat naturalisé sur un document qui a été rongé par un de ses congénères. Et puis sur la gauche, en bleu, un livre qui a été grignoté par un bébé. Donc voilà, pour vous dire que petite blague à part, les humains sont aussi parfois des prédateurs de livres, mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui le savaient déjà dans la salle aujourd'hui. Voilà, ici on aperçoit ma collègue au centre qui donne des explications à des visiteurs. Si je vais trop vite, vous me dites, hein. C'est bon ? Ici un enfant qui colorie une vrillette. Alors, comme je l'ai dit avant, le sujet n'est pas facile à traiter pour les tout petits, donc il nous avait paru important de pouvoir également mettre une activité plus ludique ou plus accessible à disposition des plus jeunes. Ici, c'est la vitrine de la Servette, où vous reconnaissez un très beau blaireau dans la vitrine. Et puis à gauche, l'affiche réalisée à l'occasion de cette collaboration, qui figurait aussi à l'agenda des BM. Là, c'est la deuxième partie de la vitrine, à l'entrée de la bibliothèque, avec justement une partie de cette sélection de livres sur les animaux. Ici, on voit mes collègues qui expliquent à ces 2 petites visiteuses et puis leur maman ou grand-maman, je ne sais plus, le jeu de paires dont je vous parlais précédemment. Donc, pour vous dire à propos de ce jeu de paires que c'était tout simplement le point d'entrée ou le point d'accroche pour développer des sujets, raconter des anecdotes sur les bibliophages ou les insectes protecteurs des livres, parce qu'il y a aussi des insectes protecteurs des livres, mais je ne vais pas vous en parler ici, mais ça existe. Là, vous voyez un livre de nos collections qui a subi des dégâts qui étaient assez visibles. Je ne sais pas si on le voit à l'écran. On a des petits trous en fait sur la page de titre. Donc le livre n'étant pas spécialement précieux et n'étant plus contaminé, entre guillemets, on avait trouvé sympathique d'avoir un exemple que les visiteurs puissent manipuler et ainsi se rendre compte du type de dégâts que l'on peut observer. Alors au centre ici, c'est pas Pikachu, mais c'est une peluche de larve de vrillette. C'est le genre d'article que vous trouverez à la bibliothèque du muséum, à la boutique, pardon. Et puis voilà, ça... Les enfants sont assez friands généralement, donc c'était aussi un petit point d'accroche pour les plus jeunes d'avoir une peluche, et une peluche assez spéciale en l'occurrence. Je continue avec la publicité et ses différents supports de communication, donc des cartes postales avec nos horaires d'ouverture et adresses de contact. J'en ai ici pour les gens que ça intéresse, ainsi que des marque-pages coloriables qu'on avait fait spécialement pour l'occasion. Voilà, j'en ai aussi ici, vous voyez, avec un joli petit rat ou une petite souris. Donc, les personnes que ça intéresse, avec plaisir que je vous en donnerai plus tard, si vous le souhaitez. Et puis, on avait également, bien sûr, la programmation annuelle de l'exposition Prédation. Puis, en arrière-plan, sur la vitre, vous pouvez voir les différents agrandissements d'insectes bibliophages à colorier. Alors, en termes de résultats, le bilan est très positif pour nous, puisqu'on a dénombré environ 160 visiteurs pour les 5 animations. À titre de comparaison, c'est presque le double de visiteurs que pour d'autres ateliers du mercredi qui se sont déroulés cette année au muséum.
Et c'était l'occasion donc de mettre en valeur les bibliothèques du Muséum et du Musée d'Histoire des Sciences, ainsi que leurs collections, ou de les faire connaître tout simplement pour certains. Et puis c'était l'occasion surtout de valoriser nos professions et nos services. On a fait pas mal de promotions pour Interroge, par exemple, comme je l'ai signalé. Pour certains membres de l'équipe, c'était la première expérience de ce type. Donc rien n'a été laissé au hasard, dans la mesure où il y a eu une très bonne préparation en amont, et puis vraiment une bonne implication de tous que je tiens à relever. Un axe d'amélioration, toutefois, que l'on pourrait signaler, c'est peut-être le fait de devoir prendre confiance en soi. Et c'est justement à travers ce genre d'expérience que ça nous est bénéfique vraiment pour apprendre à sortir de notre zone de confort. Je l'ai dit, il y a une bonne communication, une bonne promotion des ateliers, avec une documentation créée spécialement à cet effet, et puis les différentes annonces en ligne qui ont été faites également. Enfin, on peut dire que l'objectif principal qui consistait à valoriser l'OCIDOS et ses services a été atteint. C'était une démarche valorisante également pour tous les collaborateurs, et puis c'était pour nous la preuve que l'institution peut compter sur nous au niveau des actions de médiation culturelle, ce qui est évidemment de bon augure pour le futur, et notamment dans la perspective du documentarium que j'ai évoqué tout à l'heure. Je me permets de partager avec vous maintenant une ou deux réflexions pour vous dire que médiateur culturel, c'est pas un métier qui s'improvise, quoi. C'est un métier à part entière, puis nous, on est avant tout des bibliothécaires. Donc on ne devient pas médiateur en une journée ou en 4 animations, on s'en est rendu compte. Et la question, je pense, de la formation est extrêmement importante, donc je rejoins Céline Cerny là-dessus. Par conséquent, apprendre des nouvelles pratiques, se lancer dans des projets, échanger et engranger des connaissances au contact de collègues plus expérimentés ou plus habitués à faire des animations, c'est quelque chose d'essentiel. Et avoir envie de s'investir dans ce type d'action et puis de s'en donner les moyens, c'est vraiment une condition sine qua non pour leur réussite. Malheureusement, selon les bibliothèques, les personnes en charge de la médiation culturelle et de leurs actions ont parfois peu de temps à disposition pour cette partie de leur travail, ou n'ont tout simplement pas toujours les ressources nécessaires. Donc au final, développer un réseau, même de manière informelle, avec d'autres acteurs de la médiation culturelle, permet de faire évoluer son métier, du moins d'acquérir des compétences supplémentaires et puis d'offrir un meilleur service en somme. Et puis surtout placer la bibliothèque là où elle est attendue, en se débarrassant au passage de l'image austère, élitiste, voire poussiéreuse qui lui colle encore parfois à la peau. En tout cas, c'est le cas chez nous, parfois toujours. Je terminerai avec le titre du colloque que je vous lis, « La médiation culturelle en bibliothèque, mission essentielle du partage du savoir et de la culture, point d'interrogation ». Pour moi, la réponse est oui, clairement. La médiation, dans notre cas, nous permet d'aller à la rencontre du public, l'inverse ne se faisant pas suffisamment, et puis elle nous permet de signaler notre présence, de mettre en valeur notre offre de service et nos missions. Et surtout, elle nous permet de mettre en lumière la diversité et puis la richesse de nos collections. Alors finalement, j'ai envie de dire qu'il faut se doter des ressources nécessaires pour faire de la médiation culturelle en bibliothèque, en allégeant peut-être certaines tâches chronophages, de back-office par exemple, ce qui permettrait éventuellement de libérer davantage de temps pour des actions de médiation culturelle. Parce que les publics doivent, à mon sens, être notre priorité, sans quoi nos collections perdent un peu leur raison d'être. Voilà, j'en ai terminé. Je vous remercie de votre attention. J'espère que je n'ai pas dépassé le temps qui m'était imparti. Et puis, je répondrai volontiers à vos questions plus tard. Merci.